Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h35. Dimanche dernier, au micro de Radio J, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est dit intéressé par l'idée de rétablir un service militaire. Pas le service militaire, mais un service militaire. Alors nous allons ouvrir le débat. Je rappelle que le service militaire que nous avons connu a été suspendu il y a maintenant 25 ans, 1997, par Jacques Chirac. En 2018, le sujet est revenu sur la table avec Édouard Philippe, justement, alors Premier ministre, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il avait annoncé la mise en place d'un service national universel d'une durée d'1 mois pour tous les jeunes de 16 ans. Ce service national universel est prolongé maintenant, il existe et il va être élargi. Bien, mais je vais revenir sur le service militaire. Auparavant, tout de même, en vous présentant mes deux invités, je voudrais aborder cette marche annoncée par les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour dimanche contre l'antisémitisme. Mathieu Slama, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, auteur d'Adieu la liberté aux éditions des Presses de la Cité. Et puis, général Bruno Clermont est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes ancien général de l'armée de l'air, consultant défense. Alors, cette marche contre l'antisémitisme, elle est la bienvenue, Mathieu Slama? Alors, oui, l'idée c'est même pas que c'est une bonne idée ou une idée excellente, c'est une idée nécessaire, faire une marche contre l'antisémitisme. De quand date la dernière marche contre l'antisémitisme? Je ne saurais même pas vous dire. Tellement ça fait longtemps, alors que l'antisémitisme n'a jamais disparu dans notre pays. Au contraire, il y a eu presque 1 millier d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Oui, donc, plus d'un millier, disait hier matin Gérald Darmanin ici même. Ce qui est immense, il faut bien se rendre compte de la gravité de la situation. En revanche, moi, mon bémol, et il est très important, c'est comment imaginer qu'il puisse y avoir dans cette marche des représentants du Rassemblement national. Comment imaginer qu'il puisse y avoir des représentants de Reconquête, des représentants de l'extrême droite, qui est historiquement un accélérateur de l'antisémitisme dans notre pays. Et je rappelle aussi que le Rassemblement national, le président fondateur de ce parti, c'est Jean-Marie Le Pen, qui disait deux choses gravissimes. Il disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, et il disait aussi que l'occupation allemande n'avait pas été si inhumaine que ça en France. Donc, j'aimerais dire, en tout cas, si je pouvais leur dire un mot à Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher, leur dire, précisez bien que vous ne voulez pas de l'extrême droite, du Rassemblement national et de Reconquête dans cette manifestation. Sinon, le symbole est absolument désastreux. Alors, Fabien Roussel dit qu'il n'ira pas à la marche, qu'il marchera contre l'antisémitisme, mais qu'il n'ira pas à cette marche aux côtés du Rassemblement national. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a un autre commentaire, il dit « C'est un rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre ». Qu'en pensez-vous? Moi, je comprends la position de Fabien Roussel. Elle est terrible parce que on ne devrait même pas se poser la question de participer ou non à une marche contre l'antisémitisme, mais marcher aux côtés de l'extrême droite, pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. En revanche, non, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est très problématique. Déjà, on doit pouvoir parler de l'antisémitisme dans le pays sans faire aucun lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. L'antisémitisme est un problème en soi. Systématiquement. On doit, Est-ce qu'il mélange l'antisionisme et l'antisémitisme? J'en sais rien, mais l'antisémitisme. Vous n'en savez rien. Ce que je veux dire, c'est que déjà, l'antisionisme peut être souvent une forme d'antisémitisme, premièrement, mais deuxièmement, on doit pouvoir parler de l'antisémitisme dans notre pays sans faire un quelconque lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. Les deux sujets sont séparés. Et ça, c'est très important de le dire. Et je crois que le tweet de Jean-Luc Mélenchon pose, pour moi, un énorme problème et ne va pas du tout. Je veux dire, il faut pouvoir parler de l'antisémitisme dans notre pays, pouvoir défendre l'idée d'une marche contre l'antisémitisme, mais en revanche, en effet, la question de l'extrême droite, elle est fondamentale aussi. Général Clermont, le citoyen général Clermont, Bruno Clermont. J'oublie, général, votre grade. Le citoyen Bruno Clermont marchera. Vous êtes prêt à marcher contre l'antisémitisme? C'est une bonne initiative. Je marcherai intellectuellement, parce que je ne serai pas à Paris ce jour-là, mais je marcherai parce que je suis très inquiet pour mes petits-enfants.
Oui. Je suis très inquiet de la situation de division de la France, de l'état du monde, de tout ce qui se passe dans la société. Et oui, bien sûr. Et après, effectivement, faire une marche contre l'antisémitisme, qui aurait pensé que c'était possible en France en 2023. Qu'on soit dans l'obligation... Qu'on soit dans l'obligation d'en faire une. D'en faire une. Oui. D'initier une telle marche. Bien, le service militaire. Alors, réflexion d'Édouard Philippe. Rétablissement du service militaire. Général Clermont, c'est pas une priorité, rétablir le service militaire. Néanmoins, c'est une idée qu'il faut développer. Écoutez, c'est la deuxième fois qu'on en entend parler en moins de 15 jours. Hein. La première fois, c'est la première ministre qui avait évoqué la possibilité de confier les délinquants à l'armée. Oui. Donc, sur la question, on verra bien, la question de l'autorité. La deuxième fois, c'est un ancien Premier ministre qui connaît bien la France, la finance de la France, l'État de la France, qui évoque le retour éventuel du service militaire. Mais cette fois-ci, c'est pour une autre raison qu'il évoque dans son intervention, c'est parce que le monde est dangereux. Oui. Alors, soit le monde est dangereux, soit on a besoin de l'armée pour s'occuper des délinquants, mais on voit bien que le monde militaire représente une espèce d'anomalité dans la société française, puisqu'il il conserve des valeurs qui sont des valeurs qui finalement sont devenues assez rares dans la société, l'autorité, la discipline, le sens de l'intérêt général, enfin tout ce dont on voit bien qu'il rend l'armée populaire. Vous pensez que c'est possible de rétablir Alors je pense que le débat est utile. Je pense qu'il faut se poser la question, à la fois des deux, hein, sur la question des délinquants ou sur la question de la cohésion de la société, l'intégration d'une partie de la société qui visiblement a des problèmes, et puis sur le fait que le monde est dangereux. Donc c'est une question à se poser, il y a peut-être différentes formules, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que aujourd'hui la priorité, c'est que les armées soient fortes. Dans un monde qui est devenu très dangereux, tout le monde le constate, il suffit de regarder la carte tous les matins, vous ouvrez le journal, vous avez des conflits partout. L'Europe est servée de conflits, nous sommes servés de conflits. Donc le monde est servé, et nous en particulier, et nos intérêts en plus, nos intérêts sont mondiaux, on a un archipel France, on a des territoires un peu partout dans le monde, donc le monde est dangereux, la question est de savoir si est-ce que nous sommes protégés, capables de nous défendre. C'est ça la priorité. Et la deuxième question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut utiliser le renforcement de cet outil pour améliorer la cohésion de la France? Donc la question se pose. L'autorité. Alors oui. L'autorité militaire. Exactement. Alors moi je pense que la question du monde dangereux qu'évoque Édouard Philippe est un prétexte pour lui, pour en réalité défendre cette idée d'un service militaire pour les jeunes. Et c'est ça je pense qu'il faut voir, c'est-à-dire ce retour d'idées, à mon sens, assez réactionnaire, assez autoritaire, qui consiste à dire, pour la jeunesse, pour l'éduquer, pour avoir finalement une jeunesse plus disciplinée, etc., il faut les encadrer militairement. Et cette idée de retour du service militaire, pour moi, est très inquiétante, parce que c'est aussi, à côté de ça, d'une part, de manière générale, une droitisation de la société, mais je dirais même une droitisation de la droite, premièrement, mais surtout, le retour d'idées nationalistes, d'idées assez conservatrices, voire réactionnaires, qui consistent en gros à dire que notre pays manque de discipline, manque d'obéissance, manque d'autorité, qu'il faut rétablir finalement l'esprit d'autorité dans le pays. Et moi je pense que c'est la dernière chose dont on a besoin, et la dernière chose dont notre jeunesse a besoin, cette idée que finalement il faudrait un retour de l'esprit d'obéissance, de discipline, et finalement quelque part la soumission de l'individu à l'autorité. Ça, je trouve que c'est très dangereux. La jeunesse n'a pas besoin de ça. La jeunesse a besoin d'espérance, d'espoir. Je rappelle juste un chiffre comme ça. 26% de taux de pauvreté chez la jeunesse. Voilà. C'est ça le problème central. C'est pas un hypothétique problème d'autorité, de manque d'autorité ou que sais-je encore, qui sont encore une fois des idées, à mon sens, réactionnaires. Bien, vous allez répondre, Général Clermont, dans un instant. Il est 9h43. Petite pub, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Général Clermont, il y a beaucoup d'utopie autour du service militaire. C'est vrai, il y a une espèce de légende dorée d'un service militaire magnifique. Il faut se rappeler ce qu'était le service militaire en 97, 96. Oui. Les Français n'en voulaient plus. Il était très inégalitaire, c'est-à-dire que il y avait plein de dispenses parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop d'appelés possibles par rapport aux places ouvertes dans des armées qui avaient commencé déjà à fondre en format. On avait déjà attaqué les dividendes de la paix, donc on était passé d'une armée grosso modo à 500 000 hommes, on était descendu à
350 000. Aujourd'hui, on est à 200 000. Donc on voit que... 200 000 hommes. Alors aujourd'hui, on va parler de l'état des armées aujourd'hui, mais donc il y a une légende dorée. C'est vrai que ça a fonctionné, ça a bien intégré. Je pense que les militaires n'en avaient plus besoin, puisqu'on était passé d'une armée qui faisait la guerre contre les soviétiques, une espèce de guerre de survie, comme on la voit en Ukraine, telle qu'on la voit en Israël également, une guerre d'opération extérieure. Et là, en opération extérieure, c'est difficile d'envoyer des appelés. Évidemment. L'exemple du Drakkar, il y a 40 ans, il y a eu l'attentat du Drakkar à Beyrouth. À Beyrouth, oui. Des forces françaises qui étaient présentes dans une mission de paix. 58 morts. Sur les 58 morts, il y avait les 3/4 d'appelés qui faisaient leur service militaire. Donc des parachutistes appelés. Donc ça, on comprend que c'est difficile à mettre en œuvre dans un contexte d'opération extérieure. Mais on n'est plus dans un contexte d'opération extérieure aujourd'hui. On est dans un contexte dans lequel la France est à nouveau menacée parce qu'elle est la France. Alors, est-ce que nous avons les moyens de notre défense? C'est une bonne question. Je pense que la priorité, c'est de se poser la question. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a les moyens de notre défense? À mon avis, ils ne sont pas suffisants. La loi de programmation militaire a fait des efforts, je le reconnais. Mais je veux dire, le déficit, le retard à rattraper est tellement immense qu'on va terminer en 2030 avec une armée qui est aussi petite qu'aujourd'hui, si ce n'est que normalement elle est cohérente. C'est-à-dire que notre petite armée aujourd'hui ne peut pas faire la guerre. En 2030, notre petite armée pourra faire la guerre. Mais c'est toujours une petite armée. Donc le service militaire comme on l'a connu, comme on l'a imaginé, terminé. C'est plus possible. Alors je vais vous dire, pour le rendre possible, il faut 10 ans et je sais pas, et des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Par exemple, il y a plus de casernes. On n'arrive pas à conduire des prisons. Aujourd'hui, si on veut passer une armée, si on veut rétablir le service militaire obligatoire, c'est 300 jeunes garçons, 300 jeunes filles, c'est 600 000 encadré par une armée aujourd'hui qui fait 200 000. Techniquement, c'est impossible. Donc, faire remonter en puissance l'armée d'active, recréer des bâtiments, construire des régiments, acheter des équipements. Enfin, il faut que l'armée elle serve à quelque chose. Donc, il faut des équipements. Et pas que conduire la voiture du colonel. Et vous avez entendu Mathieu Slama qui dit, ne basons pas tout sur l'autorité. C'est nationaliste. C'est un retour. Alors, moi, à des vieilles, c'est un raccourci un peu rapide. À des vieilles lunes très conservatrices. C'est ce que dit c'est un raccourci rapide. Je pense qu'il sera très loin entre l'armée, le nationalisme, le réactionnaire, l'extrême droite. C'est fini. C'est pas que c'est fini, c'est que la société fonctionne sur la loi et la loi c'est l'autorité. Et la loi c'est l'autorité juste. C'est l'autorité qui concerne tous les citoyens. Et effectivement, dans l'armée, on conserve cette notion d'autorité qui est la discipline qui est liée à la recherche d'efficacité de l'armée. Il y a deux atouts dans l'armée que n'a pas la société civile. C'est d'abord l'autorité qui est indispensable au fonctionnement des armées. Un chef donne un ordre, on l'exécute. Ça ne veut pas dire que c'est brutal. Ça veut dire qu'il y a un dialogue, mais l'ordre est exécuté. Et puis c'est vraiment la question de la discipline intellectuelle, du fait que tout le monde est tourné vers une mission qui est une mission d'intérêt général. On n'est pas dans l'armée pour son petit avenir personnel. Évidemment, on a une carrière, on essaie de progresser. On est là parce qu'on sert la nation. Voilà, cette mission de service pour la nation et cette acceptation de l'autorité, c'est les deux piliers du monde militaire. Mathieu Sama. Justement, pour répondre un peu aux différents points, moi je crois que justement la qualité d'un citoyen, c'est de pas toujours obéir. Et je pense que c'est très important de garder à l'esprit que dès les origines de la République, il y a cette idée, alors j'allais dire d'insoumission, c'est connoté politiquement, mais en tout cas il y a cette idée d'indépendance d'esprit et de pouvoir aussi contester l'autorité, et que l'autorité n'est jamais un dogme absolu, etc. Or dans l'armée, la militaire, l'autorité est un dogme. On ne conteste jamais l'autorité dans l'armée. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, est dangereux quand on applique ces valeurs à la société, je parle bien à la société civile, et à la République de manière générale. Et ça c'est quelque chose qui est très important je suis d'accord avec vous. La deuxième chose, c'est l'idéologie militariste et pour moi nationaliste. Et je pense que on parlait du côté dangereux du monde, mais la dangerosité du monde est aussi liée aux idéologies militaristes, au nationalisme, à tout ce qui fait que aujourd'hui les idéaux, on va dire universalistes, pacifistes, etc., sont en train de perdre du terrain dans le monde. Oui, mais Mathieu Slama, alors peut-être que ça peut paraître un petit peu israélien, naïf, mais je pense que c'est très important. Vous êtes israélien, vous êtes massacré le 7 octobre, vous ne réagissez pas militairement. Bien sûr que si, mais regardez ce qui se passe en Israël, regardez la dérive droitière et extrême droitière du gouvernement Netanyahou. Regardez la manière dont la société israélienne saura régler ça après. Regardez la manière dont, au contraire, regardez la manière dont Israël se radicalise. Regardez la manière dont même le sionisme est en train de prendre un visage de plus en plus militariste, là où au départ le sionisme était pacifiste et laïque même, je l'ajouterais. Mais je veux dire, ça aussi, cette dérive, il faut la regarder. Et l'autre chose que je voulais dire très rapidement en un mot, c'est je crois qu'il y a aussi un énorme mythe du service militaire comme le lieu du brassage social, de l'intégration, etc. Il me semble que dans les années, on va dire 70-80, attendez, la société était extrêmement inégalitaire. Alors peut-être qu'on avait cette espèce de moment où en effet
préfet, vous avez des fils d'ouvriers qui côtoyaient des fils de profs ou des fils de cadres, dirigeants ou que sais-je encore. D'accord, mais c'était une bulle. La société était extrêmement inégalitaire. Donc en réalité, je ne suis pas sûr que cet argument tienne face à la réalité de la société française. Et s'agissant de l'intégration, encore une fois, moi je n'aime pas déjà ce terme d'intégration. Premièrement, je pense que tout le monde a sa place dans la société et que le problème central, c'est la question sociale, c'est comment on donne espoir, notamment à la jeunesse qui aujourd'hui fait la queue devant l'aide alimentaire. Il faut quand même le rappeler. D'abord, autorité n'est pas autoritarisme. Je peux vous assurer qu'il y a la discipline parce qu'on envoie les gens dans des conditions de combat dans lesquelles la cohésion est indispensable à la réussite du combat. L'armée, c'est fait pour faire la guerre ou pour pouvoir faire la guerre. Aujourd'hui, on a des armées qui vont nous servir à empêcher les autres de nous faire la guerre. C'est quand même la base du chose. Moi, je peux vous assurer que pour faire tous les plateaux de télévision sur la guerre en Ukraine et sur Israël depuis longtemps, les militaires aiment beaucoup moins la guerre que les civils. Hein. Oui, ça c'est vrai. Les plus battants en guerre. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça. Les plus battants en guerre, c'est pas les militaires parce qu'ils savent ce que c'est la guerre. Les militaires sont conscients. Ils savent ce qu'est la guerre. La guerre tue. Exactement. La guerre tue des civils, quelle que soit la guerre. Alors quand on dit il y a des civils qui sont tués, bah oui, en guerre il y a des civils qui sont tués en période de guerre. Sur la question de l'intégration, un exemple. Moi j'ai commandé la base 10, c'est une très grosse base, 5500 personnes dans un bassin qui est le bassin des Bouches-du-Rhône, donc avec vraiment tout type de communauté à l'intérieur. C'était vraiment l'endroit de la cohésion et les gens venaient. Et des minorités aujourd'hui qui sont aujourd'hui dans le séparatisme venaient pour participer à la vie de la France et à la vie de l'armée dans lequel un général, un caporal ont le même uniforme, ont le même rythme de travail, ont la même mission, et ça c'est quand même un facteur, j'aime pas le terme intégration, c'est un facteur de cohésion nationale, un facteur de je me sens français, je me sens au service de la France, c'est ça qu'on recherche, c'est pas l'intégration. Mais est-ce je n'aime pas le terme d'intégration. Encadrer des délinquants, c'est possible ou pas techniquement c'est possible, mais vu la taille des armées telles que vous l'avez décrite, 200 000 militaires tout mouillés, avec un monde en feu, avec des opérations, avec 30 000 militaires en opération en ce moment, c'est techniquement impossible, il faudrait doubler la taille de l'armée, ensuite on peut s'occuper des délinquants. Mais il faut choisir soit défendre la France, soit s'occuper des délinquants. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. On peut pas tout demander. On peut pas tout demander à l'armée. Non, on peut pas tout demander à l'armée. La mission de l'armée, c'est de défendre la France et les Français. Oui. De s'y préparer dans ses missions. Et la France est un grand pays avec un grand espace à défendre, avec un rôle important puisqu'on est un membre du Conseil de sécurité, puisqu'on a une puissance nucléaire. Donc il faut également vivre la dissuasion nucléaire. Et donc c'est un choix politique. Et ce choix politique, il faut l'assumer. Et aujourd'hui, on est en dessous de la ligne de flottaison. Le chef d'état-major des armées a été auditionné hier sur la loi de programmation militaire. Il est revenu sur une question qui est critique, la question du recrutement et de la fidélisation. Il a dit... Je le cite, je vais le remettre dans le contexte parce que ça peut être mal interprété. Notre armée est minuscule. Elle est minuscule parce que dans la nation, elle est tellement petite que personne ne la connaît. Donc on n'arrive pas à recruter parce qu'on ne connaît pas l'armée, on ne sait pas ce que c'est, on les voit pas beaucoup. On les voit un peu le 14 juillet, sinon on les voit plus jamais. Donc, mais notre armée est réellement minuscule au niveau de la taille, puisque c'est 200 000 combattants professionnels, avec beaucoup de civils, mais seulement 200 000 combattants, c'est en gros le chiffre le plus petit de l'histoire de la Ve République. On n'est jamais descendu en dessous. Oui, moi je voudrais résumer un peu. L'armée doit rester dans son rôle. Voilà, moi je pense qu'il y a peut-être le seul point commun qu'on peut avoir, c'est on a tendance, je pense, à se défausser sur l'armée aujourd'hui pour régler des problèmes de société. La question de la délinquance, elle est très intéressante parce que là on est en plein dedans. Finalement, avec la question de la délinquance, notamment les récentes émeutes de banlieue, on a refusé de se poser les questions qui, à mon sens, sont les plus fondamentales. C'est la question de la déshérence des services publics dans les quartiers qu'on appelle difficile, la manière dont la pauvreté accentue considérablement la délinquance, la manière dont finalement tout l'abandon qu'on a eu d'un certain nombre de quartiers a produit de la délinquance. Et donc évidemment, si on se dit bon, il y a des délinquants, très bien, on va les redresser, discipliner à travers l'armée, etc. On va régler le problème. Mais déjà, je pense que c'est une manière tout à fait dangereuse à mon sens de regarder ce sujet-là. Mais ensuite, on va rien régler du tout. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Il faut aller à la racine des problèmes. S'il y a eu ces émeutes de banlieue, c'est pas parce qu'il y a un manque de, à mon sens, pas parce qu'il y a un manque d'autorité, c'est parce qu'il y a un manque de services publics, parce qu'il y a une déshérence de ces quartiers, parce qu'il y a une extrême pauvreté, parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a des discriminations, etc., etc. En fait, on refuse de regarder les vrais problèmes de société et on se défausse à travers la question de l'armée, de l'autorité, etc. Écoutez, là on n'est pas d'accord. C'est assez clair sur le sujet. On va prendre l'exemple, dans le Cantal, dans la Creuse, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de délinquance. Bon. Donc c'est pas la question des services publics, c'est la question de vouloir jouer le jeu d'être français. De vouloir jouer le jeu de français. Je n'aime pas le concept d'intégration parce que c'est pas à nous d'intégrer les gens.
c'est à eux, c'est à ceux qui viennent d'accepter le système français et de rentrer dans le moule du système français. Donc, non, c'est à la France de donner leur chance. C'est à la France de donner leur chance. Non, c'est à la France de donner leur chance à ses enfants, aux citoyens et aux jeunes. Mais en quoi ils n'ont pas leur chance? Et c'est de cette manière. Regardez la situation de la société française. Regardez les inégalités. Regardez. Non, il y a beaucoup plus de chômeurs que d'emplois vacants. Non, regardez la situation de la société française. La France ne donne pas sa chance à ses enfants. De porter la notion d'autorité dans la société, c'est à la famille, c'est à la société, c'est à l'éducation nationale et c'est pas à l'armée. Merci messieurs, passionnant. On pourrait discourir pendant plus d'une heure, mais merci d'être venus nous voir dans tous les cas ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Valérie Expert et Gilles Gansman dans Sud Radio Média vont recevoir le journaliste sportif Didier Roustan. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.